Tu rêves de subfold downwind et tu te tâtes pour te lancer? Est-ce que c'est vraiment bien? À quoi s'attendre pour l'apprentissage? Quels conseils basiques pour débuter? Quel matos choisir? Quelles erreurs éviter? Après avoir goûté à mon premier downwind l'hiver dernier, je me suis vraiment lancé cet été et je te partage les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer dans la suite de la vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, on va parler de subfold downwind. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu que j'avais rajouté cette activité à ma panoplie ces derniers temps et que j'avais déjà eu la chance d'essayer pas mal de matos. Donc, vu toutes les questions que je reçois, vous semblez nombreux à vouloir goûter aux sensations incroyables de voler au large sur la houle et le clapot. Pour autant, les idées reçues et autres contre-vérités sont encore nombreuses dans l'esprit de chacun. Aussi, je vous propose de vous partager dans le désordre une dizaine de conseils ou d'informations que j'aurais bien aimé avoir avant de me lancer. Sécurité, conditions, matos, difficultés, état d'esprit. Il y a un peu de tout, je pense, et si ça peut te rendre service pour te faciliter l'entrée dans cette nouvelle activité, alors je serai content. Avant toute chose, je voudrais remercier aussi les pionniers du subfold downwind. Si le subfold devient de plus en plus accessible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gars qui essuient les plâtres depuis des années à développer du matos et qui ont dû sacrément bien galérer. Moi, je fais le malin aujourd'hui à donner des conseils, mais j'oublie pas que si je peux faire ça, c'est qu'un certain nombre de gars ont œuvré avant. Donc voilà, simplement, merci à eux. Pour revenir aux 10 infos que j'aurais aimé avoir avant de commencer. Donc la première, c'est attention, le downwind, c'est super addictif. Je commence par la plus évidente, car ça je m'en doutais quand même pas mal. Mais si tu aimes être challengé, si tu aimes les rides sans fin, si tu es prêt à faire des efforts pour y arriver, alors tu vas juste adorer ce sport. Mais attention, si tu commences, tu risques de ne plus penser qu'à ça. Et au fur et à mesure de ta progression, tu trouveras toujours des moyens ou des conditions pour te challenger à nouveau. En fait, t'as jamais fait le tour en downwind. Deuxième truc à savoir, c'est pas évident, mais on apprend vite, alors faut pas se décourager. On va pas se mentir, le subfold downwind n'a jamais été aussi facile, mais pour autant, c'est quand même pas évident. Notamment au niveau de l'équilibre sur les planches modernes, longues et étroites, qui permettent de facilement glisser à la rame, et aussi sur l'investissement physique qu'il faut mettre au moment de décoller. Car c'est un vrai sprint où il faut tout donner. Cependant, le corps, il apprend très vite l'équilibre, c'est quasi inconscient, comme c'était le cas par exemple pour ceux qui ont fait du wingfoil pour la maîtrise du vol. En fait, il n'y a pas grand-chose à penser, le corps il s'adapte tout seul au fur et à mesure, session après session. Après, il y a l'apprentissage des trajectoires en l'air aussi, donc il ne faut pas se décourager si on galère un petit peu la première fois et persévérer. Après, ça dépend toujours de notre background dans les sports connexes et de notre condition physique, mais avec le bon matos, les bonnes conditions et puis les conseils que je vous donne là, il faut s'attendre au début potentiellement 3 ou 4 sessions un peu galères et assez frustrantes. Il faut pas croire que c'est parce qu'on est bon en surfall, en wingfoil qu'on va y arriver direct. Ça aidera, mais il faudra quand même apprendre les spécificités. Troisième truc, c'est de ramer au bon moment et ne pas insister bêtement. De manière à décoller, il faut choisir le bon moment pour ramer, pour mettre l'accélération fatale, on va dire. C'est compliqué de regarder derrière soi, alors il faut se repérer un petit peu devant par rapport aux éléments qu'on a et par rapport aussi à ce qu'on sent sous la planche. Déjà, on conseille de se positionner avec les pieds en mode surf et de ramer que d'un seul côté, en face de soi, mais pour aller droit. Souvent, on part en 2 temps. Un premier bump sert juste à se lancer un peu, à prendre un peu de vitesse. Il passe en dessous, et c'est à ce moment-là qu'il faut tout donner. Parce que quand le bump suivant soulève à l'arrière de la planche, là, il faut déjà avoir un petit peu de vitesse, continuer à tout donner à la rame, et là, normalement, ça va partir. Voilà, il faut que le bump coopère aussi, bien évidemment. Pour décoller, il faut vraiment s'envoyer comme dans un sprint et tout donner. Le problème, c'est que souvent, juste tenir debout sur la planche, c'est un challenge physique intense qui peut t'épuiser avant même de ramer. Donc, si tu as fait un sprint et que ça n'a pas marché, tu es à bout de souffle, fais une pause. Assieds-toi sur la board, récupère et réessaye seulement quand tu as repris ton souffle. N'insiste pas alors que tu es déjà cramé. Faudrait pas non plus faire un malaise. De toute façon, en plus, si tu récupères pas, tu vas vite être complètement oxy, tu pourras plus rien faire. De la même manière, au bout de 10 ou 15 tentatives infructueuses, tu vas être physiquement cramé et mentalement touché. Donc souvent, ça sert à rien de faire plus. En fait, le départ en downwind, c'est un peu comme un chargeur de revolver. Tu as un certain nombre de balles. Et quand le chargeur est vide, en fait, il n'y a plus rien à tirer, ça sert plus à rien d'appuyer sur la gâchette. Voilà qui m'amène au conseil suivant. De ne pas se lancer sur un 10 ou 20 km direct, mais y aller progressivement. En premier lieu, je te recommande d'essayer ton matos avec le foil sur le plat pour sentir un peu l'équilibre sur la planche, etc.
Ensuite, si tu peux, même chose dans des petites vagues pour apprivoiser le décollage et le vol. Un petit tour en wing pour régler le foil, voir où mettre les pieds en vol, etc. Ça peut aussi être utile. Et après, il y a aussi une autre solution. Tu peux, si t'as pas de vague, etc., tu peux aussi monter 300 mètres ou 400 mètres, 500 mètres à la rame en prône face au vent. Et puis ensuite, faire une ou deux tentatives de vol au retour avec du clapot. Ça t'engage pas sur une grosse logistique. Et voilà, une fois que tu as fait ça, que tu as déjà un peu apprivoisé ton matos, en fait, je te recommande de privilégier des petites descentes de 2-3 km pour pas te dégoûter. Et donc, pas partir sur un 10 km qui va te prendre des heures en logistique et puis en descendre. Parce qu'en fait, tu n'essaieras pas plus de voler parce que tu seras exténué au bout de 10-15 essais comme je te disais. Du coup, si tu fais ça, tu fais tes 10 km, tu vas juste galérer plus. Si tu n'as pas de parcours de 2-3 km facile en logistique ou si, comme moi, tu préfères être indépendant, alors tu pourras explorer la possibilité de monter en wing et de descendre, de dégonfler et de descendre en downwind, faire un upwind, downwind ou un deflator selon comment les gens les appellent. Voilà. Ok, avec le sac sur le dos, c'est un peu plus dur. Il faudra prévoir la planche avec le volume en conséquence. Mais voilà, moi je te prépare une vidéo pour expliquer un peu le mode d'emploi du upwind, downwind. Donc sois attentif sur la chaîne, abonne-toi par exemple, mais ça arrive très vite. Conseil suivant, au niveau matos, ne pas s'emballer sur la taille de planche. Alors pour décoller facilement, la planche c'est super important. Il y a une sorte de tendance, de mode à croire qu'il faudrait la planche la plus étroite possible pour décoller. Moi je pense qu'il faut trouver le bon compromis, longueur, largeur, volume et forme pour générer de la vitesse à la rame aisément, être à l'aise en vol, mais aussi tenir debout sur la planche pour pouvoir bien ramer. Cela ne doit vraiment pas être négligé. Prendre une planche trop petite, c'est vraiment un mauvais calcul. Il faut pas se laisser trop influencer par les mecs super doués où tu pourrais les mettre sur n'importe quelle planche, n'importe quel rondin, ils seraient à l'aise. Moi je dis que mieux vaut voler sur une planche un peu trop grosse que de barboter pendant des heures sur un cure-dent. En tout cas, c'est mon point de vue. Et sinon, il y a vraiment un gros risque de se dégoûter. Je vais préparer une vidéo de conseils matos plus détaillée, mais au début, si je peux te donner quand même quelques éléments, pour mettre le maximum de chance de son côté, une planche, donc c'est 7,0 de long minimum, et en largeur, en dessous de 20 à 22 pouces, faut oublier. Hein. La longueur, en fait, ça donne aussi de la glisse, et ça donne aussi de la stabilité, on n'y pense pas, mais c'est vrai, et c'est un vrai atout. Après, la largeur, on veut pas que ce soit trop large, parce que ça pousse de l'eau, mais on veut pas que ce soit non plus trop étroit, sinon on tient pas debout. En termes de volume, pour se lancer, on conseille environ 40 litres au-dessus de son poids. Pour moi, par exemple, avec mes 80 kg environ, et je suis quand même globalement plutôt dégourdi, j'ai fait mes gammes sur une 7.6 par 22 par 120 litres au départ. Bon, c'était un custom, mais voilà, c'est à trouver dans les gammes existantes. Dans les planches qui sortent, certaines sont moins larges, mais parfois aussi plus stables, grâce à des détails de shape. Mais gardez bien en tête, mieux vaut pouvoir ramer et voler avec une planche un peu grosse, que de galérer et s'épuiser à tenir debout sur une planche trop instable. Et une planche plus large, mais plus courte, c'est pas nécessairement plus stable non plus, et plus facile à ramer. En termes de foil, on va viser des foils avec aspect ratio élevé, minimum 7 voire 8. Mais au début avec des profils pas trop fins, et si possible assez avancés pour favoriser le décollage et le maintien du vol à vitesse faible. La surface, ça va bien sûr dépendre des gabarits, mais au début on va partir au minimum sur du 1400 cm². Pour un gabarit moyen de 75-80 kg, on peut même conseiller plutôt 1600 pour mettre les chances de son côté, voire encore un peu plus pour les gabarits solides. L'envergure et l'allongement comptent énormément, donc je le rappelle, minimum 7 d'aspect ratio pour espérer voler correctement et maintenir le vol correctement dès le départ. Au niveau de la taille de pagaie, puisque ça aussi c'est important, et puisqu'on va ramer en mode sprint, très en fréquence et avec les genoux pas mal fléchis, on va choisir des tailles de pagaie comparables à celles de Subsurf. Moi j'ai testé un peu différentes longueurs, et je me trouve bien avec 5 cm en plus de ma taille, plus ou moins quelle que soit la planche. Même si évidemment l'épaisseur de la planche, sa flottabilité, etc. jouera à quelques centimètres près aussi sur la taille de pagaie. Mais globalement, on n'est pas sur une pagaie à 15 ou 20 cm de plus que sa taille, mais plutôt très proche de sa taille, donc 5 cm par exemple. Bon, je passe un peu vite sur le sujet matos parce que j'ai encore plein d'autres choses à dire et que ça mérite une vidéo dédiée. Donc je vais la préparer pour vous donner plus de détails.
Dernier point au niveau matos, c'est que la bonne nouvelle, c'est quand même que ce matos peut faire double ou triple emploi, car avec une planche de downwind et un foil d'aspiration élevé de grande surface, c'est le combo planche et foil idéal pour repousser les limites du petit temps en wing foil. Et puis, par exemple, ça permet aussi d'aller choper des vagues molles en sup sur foil, les jours où il n'y a ni vent, ni clapot, pour faire du downwind. Alors, autre truc à savoir, c'est que la houle est un faux ami. En termes de conditions idéales pour faire du downwind en subfoil, ce que l'on va principalement rechercher au début pour favoriser le décollage, c'est non pas de la houle, mais du clapot. Le clapot, ça va pas très vite et ça a de la pente. Contrairement à la houle, qui est plus grosse, c'est plus visible, mais ça se déplace souvent plutôt vite et il y a souvent assez peu de pente. Donc, il faut pas se laisser berner, c'est pas toujours mieux quand il y a de la houle, c'est pas toujours mieux quand le vent est fort, qu'il y a une tempête, des grosses vagues. Des fois, un thermique de 15-20 nœuds avec du courant de face ou le clapot d'un étang, ce sera 10 fois mieux qu'une belle houle. Idem, le vent super fort, c'est pas forcément une aide, car les rafales peuvent aussi d'ailleurs pénaliser ton équilibre. Le truc suivant, ça va être de ne pas jouer avec la sécurité, c'est évident, mais là-dedans j'ai regroupé plusieurs petits conseils. Donc partir en downwind, c'est pas anodin. Un leash qui pète au large, et là, c'est vraiment la cata. Aussi, il faut bien vérifier son matos, ça on le dit toujours, mais aussi bien prendre la météo, bien sûr, savoir renoncer si les conditions ne sont pas adaptées ou qu'il y a un risque de bascule de vent ou autre. Un petit truc, c'est de prévenir le cross au 196, c'est leur numéro de téléphone, donc en 3 chiffres, 196, c'est le même que celui pour prévenir en cas de détresse en mer ou ce genre de choses. Donc prévenir le cross au 196 par téléphone de votre départ, du projet de parcours, du nombre de personnes qui participent, et puis faire la même chose en fait au moment de l'arrivée pour dire ok, on a fait le parcours, on est bien arrivé. Ça vaut autant pour la sécu que pour anticiper si ils étaient appelés par des promeneurs qui s'inquiéteraient. Voilà, je dis ça parce que c'est déjà arrivé en fait sur des falaises, des gens qui voient quelqu'un qui galère un peu, qui tombe, ou qui se dit ah bah lui il est sur sa planche mais il a pas de voile, il doit être en galère. Voilà, ça permet qu'il n'y ait pas de quiproquo. Au moins le cross ils sont au courant qu'il y a un groupe qui va de tel endroit à tel endroit et qui fait quelque chose qui est prévu quoi. Donc faut pas hésiter. Au cross, franchement, moi je m'en faisais aussi de montagne, mais en fait ils sont sympas. Également toujours prévenir approche des horaires de départ et d'arrivée. Et voilà, pas s'engager dans des parcours ou des conditions qui dépassent nos capacités. Choisir préférentiellement des baies assez fermées pour ne pas risquer de finir au large en perdition. Ça c'est quand même important. Et au niveau du matériel obligatoire, normalement il faut un gilet de flottaison et ou une combi, un moyen de signalement lumineux, un leash évidemment sur sa planche, un bout de remorquage. Si possible, c'est quand même bien d'avoir un téléphone portable étanche avec soi, voire une VHF, c'est même encore mieux. Ce qui est pas mal aussi quand on part en groupe ou quand on a prévu quelqu'un à terre, en fait c'est de faire un groupe WhatsApp et que chaque participant partage sa localisation en direct dedans. C'est pas simple, par exemple quand on est ensemble au large de s'attendre, une fois qu'il y en a un qui part en vol, c'est compliqué de se retourner, c'est compliqué d'attendre et de risquer de se reposer, de pas revoler. Et en plus c'est compliqué de se voir en downwing foil. Donc si au moins les premiers arrivés voient grâce à la localisation si ça se passe bien pour les copains, c'est quand même pas mal. Et même avec tout ce matériel, la législation n'autorise pas les SUP à s'éloigner à plus de 2000 d'un abri, et encore ça normalement ça concerne selon la loi seulement les planches d'une longueur supérieure à 11,6. Donc voilà, faut vraiment être prudent. Après, un autre truc que j'ai appris et que j'aurais bien aimé aussi savoir, c'est que tous les downwind sont différents. Le downwind subfoil, c'est hyper sensible aux conditions de vent, de mer, de courant, de temps que le vent va souffler sur la mer, etc. En fait, chaque parcours aussi est différent. Des fois, tu vas faire 3 fois le même parcours, même point de départ, même point d'arrivée de suite le même jour, et chaque descente sera différente parce que les conditions auront légèrement évolué. C'est aussi ce qui fait le charme de la pratique. Franchement, on s'ennuie jamais. Moi, j'en ai fait quand même pas mal maintenant des downwind depuis quelques mois. J'ai pu bien enchaîner et franchement, il n'y a jamais eu de pareil. Après, le downwind, c'est un autre truc aussi. C'est l'école de l'humilité. Avec ces conditions changeantes, à cause de choix de matos ou de réglages non adaptés ou trop ambitieux, et pour différentes autres raisons, tout le monde est exposé à ne pas décoller ou tout du moins à galérer pour décoller. En downwind, l'excès de confiance est très vite puni et cela fait vraiment clairement travailler l'humilité. Moi je trouve ça bien. Par exemple, en ce qui me concerne, moi plutôt que de capitaliser sur du matos avec lequel j'étais à l'aise,
J'ai tout de suite cherché à essayer plus petit, en planche et en foil, et d'une certaine façon, j'ai brûlé les étapes. Oui, mais aussi, j'ai aussi bien galéré 2-3 fois, ce qui m'a rappelé que voilà, j'étais pas non plus un cador et que voilà, il faut y aller step by step, et puis tu sais que tu maîtrises pas tout et que tu dois te soustraire aussi à ça. Après, ce qui est assez drôle quand même une fois qu'on a décollé et qu'on vole, c'est la capacité de notre cerveau à oublier les moments de galère qui ont éventuellement précédé. Encore une preuve que c'est vraiment génial. Dernier petit truc que je voulais vous partager, avoir du background dans les sports nautiques. Alors ça fait pas tout, mais quand même ça aide. Pour progresser et apprendre rapidement, si tu as déjà fait du downwind en sup, du sup dans les vagues en petite planche, du wing foil ou du surf foil, c'est mieux et tu as toutes les armes pour réussir vite. À l'inverse, si tu as peur de te retrouver seul en mer par 30 nœuds de vent avec juste ta pagaie et ton foil et de l'eau sombre autour de toi ou un bleu infini, laisse tomber ou prépare-toi psychologiquement parce que ce sera pas le moment de paniquer. À ce sujet, je répète, savoir lire la météo, renoncer si les prévisions sont mauvaises ou aléatoires, ou si on le sent pas, ça aide aussi à pas finir dans les faits divers et accessoirement de mettre la vie, par exemple, d'autres personnes en danger. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras sûrement celles qui te sont suggérées à l'écran. N'hésite pas aussi à partager ton expérience en commentaire pour participer à ton tour au Schmilblick. Tu l'as compris, je prépare d'autres contenus de downwind pour les semaines et mois qui viennent, alors abonne-toi pour ne rien rater. Et maintenant, je te dis à samedi prochain, 9h15 pour la prochaine vidéo, ou plus ou moins tous les jours sur mon Instagram. Allez, bye bye!